Bonjour à tous, moi c'est Martin. Vous êtes ici sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Ophélie et Clément, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion. Et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Aujourd'hui, direction Sotchi en Russie, le 16 février 2014. On monte à 1500 mètres d'altitude dans les montagnes russes enneigées. Ils se sont entraînés dur toute l'année pour cette médaille. Ils y croient, au fond d'eux, ils savent qu'ils peuvent le faire. C'est Robin Duvillard, membre de cette équipe de 4 fondeurs, qui nous raconte sa gagne. Ce jour où, aux côtés de Jean-Marc Gaillard, Maurice Magnifica et Ivan Peria, il remporte la médaille de bronze au relais 4 x 10 km en ski de fond, classique et libre. Parlons ski de fond. On le rappelle, le ski de fond, c'est ce sport de glisse qui se pratique de 2 manières différentes. La première manière, celle de Jean-Marc et Maurice, c'est celle où le fondeur marche dans les traces avec ses skis. Le talon se décolle du ski à chaque pas, la pointe du pied reste attachée au ski. La deuxième manière, celle de Robin et Ivan, c'est ce mouvement de skating où on a l'impression que le fondeur patine avec ses grands skis aux pieds et en poussant toujours fort sur ses immenses bâtons. Pour rappel, ce mouvement, on le retrouve dans le biathlon, discipline composée de ski de fond et de tir à la carabine. D'ailleurs, notre légende française du biathlon, Martin Fourcade, leur fera un petit cadeau ce jour-là. Revenons-en à notre Robin. Aujourd'hui retraité et chef d'entreprise, Robin Duvillard, c'est un des grands noms du ski de fond français. Il a eu la gentillesse de nous raconter en détail les émotions par lesquelles il est passé et son vécu de cette médaille historique. Un immense merci à lui pour sa générosité et son humilité. Kiffez bien les winners. Bonjour Robin, merci d'avoir répondu par la positive pour venir sur La Gagne podcast. On est venu jusqu'à toi à Villard-de-Lans, qui est ta ville d'origine, on va dire. Je vais te demander Robin, s'il te plaît, de te présenter, donc pour nos auditeurs, qu'ils sachent un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et quel est ton sport. Eh ben, salut à tous, ça me fait plaisir aussi que vous soyez là, parce que voilà, c'est toujours sympa, le concept que vous avez créé. Alors donc moi, Robin Duvillard, je suis skieur de fond, donc ça va normalement changer un petit peu par rapport aux autres athlètes que vous avez eu jusque-là dans les podcasts, même si Thibaut avant c'était déjà les sports d'hiver, donc ça va rester dans cette branche-là. Après, pour me présenter en quelques mots, je suis surtout déjà retraité de ma carrière sportive depuis 1 an, et puis j'ai eu l'opportunité, la chance, ça dépend comment on voit les choses, c'est toujours complexe de parler de la chance, mais de faire 2 fois les Jeux Olympiques et de ramener surtout une médaille de Sotchi, la médaille de bronze. Donc ça, c'était un grand moment. Après, ça m'a fait 18 années en équipe de France, donc beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses vécues. Et puis un passé qui a pas forcément débuté par le ski de fond, mais par le hockey sur glace. Et aujourd'hui, je sais pas comment on pourrait dire, hôtelier, restaurateur, organisateur de stages sportifs pour le public amateur, pour le grand public. On le rappelle, donc tu as créé, tu es cofondateur en fait de The Camp, qui est un hôtel, mais tu m'as dit à valeur ajoutée sportive. À valeur sportive ajoutée. À valeur Exactement. sportive ajoutée, excuse-moi. C'est-à-dire, ça fait 2 ans là qu'on a créé ça. Donc, on a construit un bâtiment, donc avec 2 associés qui sont des amis de longue date et des skieurs aussi. Donc, Loïs Habert et Marie Dorin-Habert, qui étaient des biathlètes, et qui on a partagé une grande partie de nos vies. Et donc, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire après notre carrière, et on avait envie de mettre en avant et notre territoire qui est très propice à nos disciplines, et puis de mettre en avant, d'essayer de rendre un petit peu tout ce que le sport a pu nous apporter dans nos carrières et de l'amener au grand public. Et ça a 2 ans aujourd'hui. Ça vit plutôt bien, hors période de confinement, on dira, mais voilà, donc on essaye d'organiser des activités ou des stages sportifs pour que tout le monde puisse découvrir nos disciplines de manière un peu plus inside et d'être acteur, en fait, de vivre les choses. Et il y a beaucoup de choses à donner,
et à recevoir aussi. On va revenir un petit peu plus tôt dans ton enfance et on se demandait avec Martin et Clément comment tu es tombé dans ce sport, donc qui est le ski de fond. Ça, c'est une grande question et je sais pas si j'ai vraiment la réponse. Si, je crois que j'ai une esquisse de réponse, c'est-à-dire que petit, j'étais pas forcément un grand fan de ski de fond. Je pense que c'est dur de l'être d'ailleurs, parce que des fois, c'est l'endurance et ce genre de sport ne colle pas toujours avec l'image qu'on s'en fait quand on est gamin. Donc, quand mes parents m'emmenaient au ski de fond, c'est pas toujours... partait un petit peu faire une rando, une balade en ski de fond, ce qui est pas toujours hyper fun. Et puis en fait à Villars, alors les pistes sont magnifiques. Depuis, j'ai pu aller beaucoup plus loin. Et effectivement, il y a des endroits qui méritent juste d'aller skier, d'en prendre plein les yeux. Mais quand t'es petit, le démarrage, ça part un petit peu dans la montée, dans la forêt. Et au bout du premier champ là. En fait, il y avait des copains d'école donc qui étaient au club et qui faisaient des bosses dans un champ là, qui s'amusaient là et en fait, je suis resté avec eux. J'ai passé toute l'après-midi avec eux. Et puis, en fait, j'ai compris que j'étais à l'entraînement du club et que finalement, c'était vachement sympa. Et du coup, je me suis aussi inscrit au club parce que j'étais au club de hockey, moi, avant, de hockey sur glace. C'était plutôt très ludique, quoi. Enfin, un jeu en équipe. Et donc, passer au ski de fond, c'était pas forcément ce à quoi j'aspirais. Et puis, je suis resté là et je sais pas pourquoi, je me suis inscrit au club. Ça m'a plu parce que finalement, la glisse... sur la glace ou sur la neige, c'est assez proche. Et puis en fait, il y avait un bon groupe, ça s'amusait bien. Et puis voilà, je crois que ça s'est passé un peu comme ça. Et puis après, quand t'es jeune, par chez nous, tu vas toujours avec l'école faire du ski de fond, du ski alpin. Et puis surtout, on participe à une course qui s'appelle la Foulée Blanche et où il y a une course pour les écoles. Donc voilà, on a commencé un peu comme ça à faire les premières courses. Plutôt loin des places d'honneur, comme on dit. Mais après, ouais, j'y ai pris goût. Et puis, par contre, le deal, c'est que c'est un peu mes parents qui ont influé ça, parce qu'en fait, j'avais le droit de faire des classes sportives au collège, mais j'avais pas le droit d'aller faire la classe sportive hockey. Mes parents, qui étaient instits, m'ont dit, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire du sport en classe sportive, pas de problème, mais ce sera pas hockey. Donc du coup, j'ai fait le ski de fond. En fait, mon frère avait fait l'expérience avant des classes sportives hockey et ça collait pas avec leur vision de la réussite des études et ce qui depuis a dû changer. Donc voilà, je suis parti au ski de fond. Donc je faisais les deux jusqu'au milieu du collège, jusqu'en 4e, je crois. Et puis après, j'ai définitivement changé sur le ski de fond et je sais pas ce que ça aurait été de l'autre côté, mais je crois que j'ai plutôt bien fait parce que je suis heureux comme ça et heureux de tout ce que ça m'a apporté. Tu t'es tout de suite détaché du lot par rapport aux autres sportifs de haut niveau qui étaient dans ta classe ? Non, pas du tout. Alors déjà, à cet âge-là, on parle pas de sportifs de haut niveau, on parle de gamins. Et non, en fait, en ski de fond, il y a deux styles. Il y a l'alternatif, donc ce qui est dans les traces, là, ce que vous imaginez être un peu une sorte de marche glissée. Alors c'est plus que ça quand on monte dans les niveaux, mais quand on voit les gens se balader, ça ressemble à de la marche glissée. Et puis il y a le skating, donc le patinage, qui là m'a beaucoup aidé. Ça, c'est quand on est très jeune, normalement, enfin moi, mais jadis, à mon époque, quand j'étais jeune, le skating, c'était pas forcément pour les plus petits. Donc, il n'y avait pas de course en skating avant la catégorie cadet. Et par contre, quand il y a eu ces courses-là, je me suis rendu compte que, d'avoir 10 ans de hockey derrière moi, ça a été beaucoup, beaucoup plus simple. Et donc, c'est là où j'ai commencé à monter un peu sur une fois, par-ci, par-là, sur un podium de courses régionales. Sinon, non, j'étais, je sais pas, à 5-6e sur les courses régionales ici, ce qui est rien d'incroyable, mais c'était pas spécialement ça que je recherchais à cette époque. Par contre, une fois que j'ai goûté à mon premier podium, là, j'étais comme un dingue. Puis après, ça s'est enchaîné, c'est-à-dire que ça m'a permis d'aller au championnat de France, ça m'a permis de pouvoir intégrer le sport-études à Villard-de-Lans, donc c'est-à-dire de pouvoir faire d'aménager sa scolarité, de faire 4 ans au lieu de 3 pour le lycée, et effectivement, déjà mettre un pied dans le haut niveau avec déjà une vie qui s'oriente un petit peu vers le sport, et puis en fait les marches se sont gravies une par une. Voilà, on part au championnat de France, puis deuxième année de cadet, j'ai fait un podium au championnat de France qui était pas vraiment attendu, prévu ou quoi que ce soit, et puis une sélection internationale derrière, et puis après, on passe dans les catégories juniors avec, on commence à monter sur les podiums nationaux, on commence à monter plus régulièrement, partir sur les Coupes d'Europe, découvrir l'équipe de France junior.
Et puis voilà, ça m'a emmené assez loin comme ça, mais par contre il y a aucun moment où à ces âges-là je m'imaginais médaillé olympique ou voire aussi loin que ça. Je peux pas prétendre que c'était mon cas, quoi. C'était plus à chaque fois qu'il y a un challenge, on va essayer de réussir, quoi. Bonjour Robin, merci de nous accueillir ici à The Camp. Sur la discipline du ski de fond, quand tu étais jeune, est-ce que vous étiez déjà mélangé ski de fond et biathlon? Parce que c'est vrai que quand on parle ski de fond, généralement on parle aussi biathlon parce qu'on voit beaucoup ça à la télé. Alors clairement, il y a eu une grosse différence entre ce que moi j'ai vécu, donc il y a une vingtaine d'années, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans quasiment tous les clubs de ski nordique, ski de fond et biathlon sont un peu ensemble. C'est-à-dire que des fois, c'est le même entraîneur qui anime la partie biathlon. Moi, du moins, à mon époque, de ce que je me rappelle, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup ça. Il y avait une section biathlon qui s'est mise en place, dans le club, mais c'était pas évident que tout le monde fasse les deux, quoi. D'ailleurs, au club, il n'y a pas grand monde qui faisait les deux quand on était jeune, quoi. Alors oui, de l'autre côté, sur le club du Vercors Sud, Vercors Ski de Fond, là où le club de Raphaël Poiré, eux, à l'inverse, faisaient quasiment pas de ski de fond, quoi. C'est-à-dire qu'ils faisaient du ski de fond, mais ils étaient tous, en gros, en biathlon, parce que ils avaient l'idole du pays qui était dans le club, donc évidemment. Mais non, ouais, nous, ça s'est fait comme ça, et c'est vrai que je me suis toujours posé la question, et mes copains me l'ont toujours bien rappelé, me dire, mais t'aimes bien tirer et t'es bien meilleur en skate qu'en classique, pourquoi tu fais pas du biathlon? En fait, tu passes à côté de ta carrière. Donc Loïs me charrie souvent avec ça. Loïs est donc l'associé à The Camp et puis un copain de très très longue date. Et il me dit toujours, mais de toute façon, toi, t'es aigri de pas avoir fait du biathlon. Donc peut-être, il a sûrement un peu raison. Je sais pas d'où, mais de aussi loin que je me souviens, ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit. J'ai fait une course un peu en cadet comme ça parce que on fait toujours un petit peu une course par-ci par-là, mais sans que ce soit concluant. Mais ce qui était évident, parce que quand tu t'entraînes pas à quelque chose, c'est compliqué d'un coup. Quand je vois aujourd'hui ce que ça demande de mettre des balles à l'effort, oui, en arrivant comme ça et en se disant tiens, je vais faire une course de biathlon le week-end, ça ne peut pas marcher. Donc ça s'est vite arrêté, ma carrière de biathlète. Ouais, donc inconsciemment, quand tu étais jeune, tu sentais que ton chemin c'était dans le ski de fond et pas dans le biathlon. Ouais, je crois honnêtement que je me suis pas trop posé la question et que je pense que notre groupe de copains, il était sur le ski de fond, qu'il y en avait très peu qui faisaient du biathlon et que c'était c'est ça en fait, c'est terrible, hein, mais après j'ai vu beaucoup de filles qui à un moment, dans ma classe, qui ont changé du fond au biathlon parce que en fait les copines elles avaient tout au biathlon et puis en fait ça se fait un peu par vague, quoi. T'avais un groupe de copains qui faisaient ski de fond, donc tu les as suivis et ouais, en fait, c'était la voie peut-être la plus simple, je sais pas si c'est la plus simple en tout cas, mais c'est celle dans laquelle je me suis engagé. Salut Robin, à mon tour de te remercier donc pour l'invitation. Tu es un fondeur, donc tu pratiques le ski de fond. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu toi ta distance phare, celle que tu préfères? Déjà, c'est surtout le skating qui m'a permis de faire la carrière que j'ai faite. De pouvoir entrer en équipe de France, de pouvoir aller au JO et tout ce qui va avec, c'était surtout sur le skating. Et à partir de là, toutes les distances dans le skating, ça allait, on va dire, correctement. Mais j'aimais bien quand même les longues distances, le 30 et surtout le 50 km, qui sont des formats qui me vont le mieux, quoi. Le 50 km, c'est pour moi la course où je m'éclate le plus. Mais la plupart de mes grands résultats sont quand même sur les 15 km aussi, parce que des 50 km, il n'y en a pas tant que ça dans la saison. Généralement, il y en a un sur les grands événements, donc soit championnat du monde, soit JO, et puis un seul en Coupe du Monde, donc ça en fait pas 5. Mais bon, voilà, du coup, clairement, pour réussir en ski de fond, il vaut mieux être performant sur le sprint et sur le 15 km, qui vont couvrir 80% des courses de l'hiver, quoi. Donc toi, ta spécialité, c'est le 15 km. Comment on se prépare à ce 15 km? Ton entraînement, comment tu le programmes pour être un bon fondeur? Alors globalement, pour être un bon fondeur, déjà, il faut la qualité numéro 1 étant l'endurance. Ça passe par beaucoup d'heures d'entraînement. Et beaucoup d'heures, c'est pas un peu répétitif, mais faire du foncier, c'est-à-dire aujourd'hui faire beaucoup d'heures à basse fréquence. C'est-à-dire on parle beaucoup de seuil ventilatoire.
Et ben, le premier seuil ventilatoire, c'est très simple à savoir lequel c'est. C'est vous commencez à parler avec votre copain à côté, vous êtes en train de courir, et puis vous avez déjà un peu du mal à enchaîner plus de 6-7 mots sans faire une mini pause. Voilà, vous êtes au premier seuil ventilatoire. Donc nous, on va passer 80% de notre temps en dessous de ce seuil-là. Et ça, pour faire une énorme base d'endurance et toutes les adaptations adaptations physiologiques qui vont avec. Donc voilà, on passe beaucoup de temps là-dessus, plus après une vingtaine de pourcents qui se passent au-dessus de ces seuils ventilatoires, donc les séances intensives, où là, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, que ce soit des séances au seuil lactique ou après de ce qui se passe un peu plus haut dans les séances de vitesse, dans les séances PMA, voilà, tous ces termes un petit peu barbares qui veulent tout simplement dire différentes couches, différentes zones d'entraînement. Un fondeur à haut niveau, aujourd'hui, c'est au-delà des 700 heures d'entraînement. Donc c'est, on va dire, entre 750 et 850 heures d'entraînement. Vous avez 95-98% des 50 meilleurs mondiaux qui sont dans ces heures-là. Ce qui représente des semaines à entre 20 et 25 heures sur les semaines volume. Et puis 10-12 heures sur les semaines récupération. On démarre l'entraînement le 1er mai. La saison se termine début avril. Voilà, on s'arrête 3 semaines derrière et puis ça repart. Et puis on recommence. Voilà, c'est sûr que nous, on fait partie de ces rares sports où la phase de préparation est plus longue que la phase de compétition. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 7 mois, 6 mois et demi, 7 mois de préparation pour 4 mois et demi de compétition. Donc c'est assez dur. C'est ça qui au bout d'un moment fait que les gens ont envie d'arrêter, parce que c'est pas comme un footballeur qui va avoir sa grosse phase de préparation pendant 2 mois puis qui après joue des matchs tous les week-ends. La compétition, c'est le plus facile en fait. Mais l'entraînement, surtout pour nous, je compare pas à d'autres sports, mais du moins pour nous, pour mon expérience, c'est faut un peu se botter le cul, puis il faut aller faire beaucoup d'heures. Donc c'est ça qui use. Ouais. On parle entraînement, on parle beaucoup de choses, mais pour une compétition, on a bien compris qu'il fallait énormément s'entraîner. Donc maintenant, on va parler un peu de la compétition. On va parler un peu de ta gagne. Est-ce que tu peux nous dire sur quel événement tu souhaites revenir avec nous et nos auditeurs ? Alors du coup, je pense que le highlight de ma carrière, comme on pourrait dire, c'est forcément cette médaille olympique à Sochi sur le relais. Donc c'était une course par équipe, par 4, sur un 4x10 km. C'est surtout un grand événement pour nous parce que ça avait jamais été fait avant. C'est-à-dire qu'il y avait eu une médaille olympique dans toute l'histoire du ski de fond, en individuel, donc à Turin, donc 8 ans avant, par un copain en plus qui est de la même génération que moi, Rodi d'Aragon, qui m'avait, je pense que ça avait créé quelque chose en nous tous. Et surtout, on avait une génération juste avant nous qui avait lancé ce relais, en fait. Parce que le relais, nous, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un sport individuel, mais qu'on pratique en équipe. C'est-à-dire que l'équipe de France s'entraîne avec l'équipe de France toute l'année. C'est-à-dire que tu es ton groupe d'entraînement, Coupe du Monde distance, Coupe du Monde sprint ou moins de 23 ou junior. Tous tes stages, tu vas les faire avec eux. Donc ça crée un groupe, ça crée quelque chose. Et ce relais, en fait, c'est le moment où d'un coup on oublie la course individuelle et on court tous ensemble pour aller chercher quelque chose. Et en fait, ça a décomplexé un petit peu l'ensemble de l'équipe de France le jour où la génération de Vincent Vitoz a remporté le premier relais de l'histoire, en fait. Mais même, il n'y avait jamais eu de podium avant. Donc, ils ont commencé par gagner sur la Coupe du Monde en France à la Clusaz en 2004. Et donc, nous, c'était notre première Coupe du Monde pour tous. Donc, ça a créé quelque chose. Et d'un coup, on s'est dit, tiens, c'est possible. C'est pas juste un gars dans l'équipe de France qui est capable de faire un podium. C'est tout le monde qui a un peu accès à ça. Sauf que toute cette génération a enchaîné quelques podiums, mais jamais sur un grand événement, jamais sur les championnats du monde ou sur les JO. Ils ont fait 4e à Turin, 4e à Vancouver. Et donc, on l'a fait à Sochi. Et c'est en ça où c'était vraiment quelque chose de fort parce qu'on a pu le partager tous ensemble. Et là, les émotions étaient juste incroyables. Même si, forcément, individuellement, tu enlèves un petit peu de ta performance individuelle qui passe au second plan. En fait, c'est l'équipe aujourd'hui qui a fait cette performance. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose, la plus grande gagne de ma carrière, parce que déjà on n'a pas gagné, on a fait 3e, mais c'est à coup sûr la journée la plus émotive de ma carrière. Ouais.
Donc on va se replonger un petit peu là donc sur ces Jeux Olympiques de Sotchi en 2014 en Russie. Donc on sait que la Russie c'est une grande nation de ski de fond, tout comme la Norvège, la Suède et puis on peut dire aussi les Français. Au départ de cette course de 4 x 10 km, vous êtes dans quel état d'esprit, vous, l'équipe de France? Je vais juste rappeler là les 3 potes avec qui t'es. Donc c'est Jean-Marc Gaillard, Maurice Magnifica et Ivan Peria. C'est ça? C'est ça. Vous êtes dans quel état d'esprit avant cette course par rapport aux autres nations? Nous, on est clairement des outsiders. C'est-à-dire que sur le papier, la médaille, elle n'est pas pour nous. Sur le papier, clairement, c'est la Norvège qui gagne, la Suède qui fait 2 ou 3, et la Russie qui fait 2 ou 3. Et nous, potentiellement, on arrive derrière. Clairement, on se dit, nous, on n'a rien à perdre. Et je pense que la médaille, elle s'est gagnée avant, en fait. C'est-à-dire que, en fait, au jeu, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'on est dans le village olympique. Là, on a notre grande maison où il y avait le fond et le biathlon tous ensemble. C'est-à-dire que nous, on était sur le village qu'ils appelaient Endurance, où il y avait que les fondeurs et les biathlètes. Donc, autant dire que c'était pas hyper dépaysant. On était que avec des gens qu'on voit toute l'année dans notre grande maison. Donc c'était plutôt bien pour ça, pour la performance, on va dire, pour pas s'éparpiller. Et en fait, je pense que ça a commencé un petit peu la veille. Je vais pas m'envoyer toutes les fleurs, hein, mais c'est vrai qu'à un moment, je dis tiens, allez, on va manger en famille. Et on est partis donc tous les 4 avec le coach et les 2 remplaçants. Et puis voilà, on s'est fait notre petit repas d'avant-course, juste comme ça, un peu à l'écart du reste de l'équipe. Et en plus, les filles avaient plutôt bien marché la veille. Et donc, on savait que les skis fonctionnaient bien, que tout le monde était en forme, que voilà, on a commencé à créer quelque chose comme ça. Et puis, en fait, à l'issue de la réunion, parce que la veille, on fait toujours une petite réunion avec les infos pour ce qu'on appelle le petit comité de course là. Et en fait, je dis un truc, parce que généralement, c'est plutôt les filles qui font ce truc comme ça, se peindre les joues, là, avec les dossins, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, et donc, généralement, on se fout un peu de leur gueule. Et là, je me dis, en fait, pourquoi on le ferait pas, nous? C'est quelque chose là, d'un coup, on est sur un jour qui est complètement différent, on est au jeu. On l'assume, en fait, on a envie d'aller chercher cette médaille tous ensemble, et puis on va faire quelque chose qui nous relie tous les 4. Et puis on avait les petits comment on appelle ça, les petits stickers là, enfin la petite peinture que en fait le CNOSF te donne pour les cérémonies, pour aller encourager les autres. Et en fait, tiens, on s'est dit, on a tout ce qu'il faut, et puis demain on se peint les joues, quoi. Donc le matin, vu qu'on a du temps à tuer, généralement la course était à 14h, donc le matin on fait nos petites vies, chacun un peu de notre côté, on va courir un peu ensemble, et puis après on va manger, parce qu'on mange pas aux mêmes heures en fait, vu que la course elle s'étale, il y a 4 x 10 km, donc le dernier part 1 heure après les autres, après le premier, donc on se voit pas beaucoup sur cette journée-là. Mais on s'est retrouvés un moment, on s'est peint les joues, on a fait nos petites photos, et puis après on s'est dit on se voit tout à l'heure, les deux premiers relayeurs partent ensemble et les 2 derniers ensemble. Et puis voilà, et je pense que déjà là il y a quelque chose que moi alors c'est facile de parler après, de se dire ouais on a créé quelque chose et puis je le sentais à ce moment-là qu'on allait la faire, pas du tout. Mais clairement je sentais qu'il y avait quelque chose de différent, c'est-à-dire que ce relais était pas un relais comme les autres, parce que sur les Coupes du Monde, de temps en temps, on a des relais. On avait déjà fait des relais de championnat du monde ensemble, pas dans cette configuration d'équipe là, mais du moins avec Jean-Marc et Maurice. On avait déjà fait pas mal. Et ouais, en fait, on sentait un petit peu quelque chose, quoi. Donc après, on est reparti. Eux, ils ont pris la navette pour partir avant nous. Nous, on est parti un peu plus tard, puis on se retrouve assez peu en fait sur cette course. On se voit avant le départ, on essaye de se retrouver un peu tous ensemble. Et puis après, chacun vit un peu sa vie, puis on se retrouve à l'arrivée, quoi. Donc, comme tu nous disais, donc Jean-Marc et Maurice, donc ils partent en premier pour faire la course parce que c'est le dossard 1 et le dossard 2. Donc toi, tu sais que tu es en 3e position.
Et donc, chaque athlète doit faire 10 km. Tu connais le temps de tes partenaires? Tu regardes, vous observez à la télé, vous observez comment vous avez les temps de passage, comment vous savez quand vous êtes situé par rapport à la Norvège ou la Russie ou la Suède ou une autre nation? Alors, sur la course, c'est beaucoup plus simple parce que, en fait, moi, en étant en 3e relayeur, globalement, un 10 km, c'est à peu près 24-25 minutes. Donc, ce qui fait que, en gros, c'est un peu moins d'1 heure pour les 2 premiers relais. Donc, moi, tout le temps où eux vont passer, je suis déjà sur les skis en train de m'échauffer. Moi, généralement, je pars m'échauffer 1 heure avant. Généralement, je pars m'échauffer, je fais 5 minutes, je tape dans la main à Jean-Marc, et puis je vais regarder le départ. Parce qu'on a tous envie de regarder le départ. C'est le moment qui fait que, voilà, on se met dans l'ambiance. Par contre, après, je regarde quasiment pas la course. Parce que j'ai mon échauffement, en fait, à gérer, et que si je suis statique et puis que je suis pas concentré sur mon truc, bah, derrière, je me plante, quoi. Donc, j'ai regardé un peu le début de la course, et puis après, je pars sur la boucle. Il y a plusieurs boucles. Alors, ce jour-là, on fait exactement la même piste, tous. Ils ont séparé un côté de la piste avec les traces de classique et de l'autre côté pour le skating. Et puis après, moi, quand je pars skier, je suis sur les pistes à côté, sur les pistes du 50 km, donc un peu plus loin, et je vois pas grand-chose. Je reviens juste de temps en temps quand je fais mon petit tour. Je passe la tête dans le stade, et puis je regarde un peu ce qui se passe. Alors, à Sochi particulièrement, je pouvais voir quasiment rien, ce qui était pas plus mal. Mais là, en fait, c'était plutôt une chance que je vois quasiment rien, parce que je pense que si j'avais vu toute la course de Jean-Marc, ou si j'étais arrivé pas au bon moment, j'aurais eu envie de pleurer, en fait. Mais parce qu'en fait, Jean-Marc, il part, ça se passe très bien. Et puis, en fait, le premier relais, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un relais d'attente, un petit peu. C'est-à-dire que les équipes s'observent, en fait. C'est pas le relais où tu gagnes, par contre, c'est le relais où tu peux perdre. C'est-à-dire que derrière, il y a encore 30 bornes après ce relais-là, donc la gagne, elle a le temps de se retrouver. Par contre, si t'as fait n'importe quoi, si ça s'est mal passé ou que t'étais pas en forme, c'est perdu. Et les autres, ils vont jamais revoir la tête. Donc, il y a un côté où il faut pas prendre de risques, il faut pas faire n'importe quoi sur ce premier relais, il faut pas partir à bloc, parce que déjà, ça part tous ensemble. Il y a un phénomène d'aspiration. Donc, comme c'est pas des cadets à côté, il faut pas se dire, tiens, je pars d'entrée, puis je les mets tous en ligne, et puis ils vont tous sauter. Généralement, on appelle ça du dopage. Et du coup, donc généralement, sur un 10 km, là, c'était 3 fois 3 km 3. Les 2 premières boucles sont un peu des boucles d'attente, même si l'attente, pour nous, ça va déjà à bonne allure. Et le dernier tour, ça envoie de folie. Sauf que mon Jean-Marc, en fait, donc il était tout bien placé, ça allait bien, et il tombe à la fin du 2e tour, dans le virage avant la dernière bosse pour remonter dans le stade, et il casse un bâton. Et donc, en fait, à la télé, ça se voit très bien, mais quand tu es en train de t'échauffer dans les bois, ça, tu le vois pas. Et ça, c'est pas plus mal, parce que ça t'évite un peu de commencer à stresser ou de te dire « Waouh, putain, c'est bon, mince, c'est perdu », parce qu'il a perdu 11 secondes. Alors, c'est pas beaucoup, 11 secondes, mais en fait, il est à l'avant du paquet, il tombe un peu tout seul, il en emmène un ou deux, et puis il pète un bâton, donc il repart un peu derrière, il change une fois de bâton, il rechange une deuxième fois dans la bosse, et puis il passe au stade avec 11 secondes de retard. Heureusement, c'est pas parti encore trop vite à ce moment-là. Et en fait, il est dans une journée énorme, et donc il revient après petit à petit sur les autres, et il passe le relais en 3e position, un petit peu détaché des 2 premiers. Donc ça peut être le seul regret qu'on peut avoir sur cette course, même si c'est dur de résumer cette course à ce fait-là, mais je me dis, pour lui, dans sa tête, à un moment, il se dit, ouais, peut-être que j'ai merdé. Mais il n'empêche qu'il fait une course énorme. Il est monstrueux, comme très souvent. Et il place le relais dans des conditions parfaites, parce qu'il y a déjà eu des écarts de fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, on est déjà en bonne posture, en fait. Après, moi, quand je fais mon échauffement, je tourne un peu la montre. Et puis, je vois à quel moment il va repasser dans le stade. Je sais à peu près combien de temps ça va mettre. Donc, je repasse quand il va passer le relais. Et puis là, je vois qu'il est 3e, un peu détaché de premier. Mais moi, j'ai rien su de ce qui s'est passé. Et d'un coup, je me dis, là, c'est quand même déjà bien parti, quoi. Et donc, après, il y a Maurice qui part.
Et là, en fait, il revient assez vite sur les premiers. Donc, ils partent un petit peu à 3. Il y a déjà des écarts qui sont corrects. Et puis après, je le trouve un peu généreux. C'est-à-dire que c'est lui qui fait pas mal d'efforts devant pour essayer de creuser des écarts. Donc, sauf qu'à la fin de la course, il pète un petit peu. C'est-à-dire que quand les deux autres accélèrent, lui, il saute un peu. Donc, il me passe le relais en 4e position. Et on a une dizaine de secondes d'écart. Je crois que je prends le relais à quelque chose comme même plus que ça. Je dois prendre à 23. Et on a un certain écart sur ceux de devant, mais quand même sur ceux de derrière en fait. Et c'est ce qu'on s'est dit la veille. Nous, on part du principe que à aucun moment on était attendu pour être champion olympique. Bien sûr, si on refait la course dans tous les sens, on peut finir champion olympique. Mais si on fait la course dans tous les sens, on peut aussi finir non médaillé. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à partir du moment où il y avait une opportunité de se retrouver en position de médaillable, on calculait plus. On cherchait plus à se dire les petits arrangements avec les autres, à se dire attends, je vais pas trop en faire pour potentiellement gagner, parce que c'est ce qui s'était passé un peu 4 ans avant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont tu agis en course, elle est aussi issue de ton histoire, soit personnelle, soit de l'équipe. Et en fait, là, on a le relais, t'as le poids de l'équipe de France, parce que c'est l'équipe de France qui a fait un relais, qui a fait une médaille ce jour-là. C'est pas que nous 4. Et en fait, 4 ans avant, à un moment, donc moi je suis remplaçant à Vancouver. Et j'ai couru en individuel, mais je suis remplaçant du relais. Et donc je suis sur le bord de la piste, donc je sais que moi je vais pas courir à ce moment-là, parce que c'est bon, ils sont en forme. Et en fait, au bout d'un moment, ça se détache. Donc pareil, Jean-Marc qui fait un relais exceptionnel, qui tombe aussi ce jour-là, alors qu'il est en train d'exploser la course. Vitos derrière qui fait un relais vraiment incroyable. Derrière, Maurice qui fait un relais bien, où tu te dis, c'est bon, en fait, la médaille est faite. C'est-à-dire qu'il y a les premiers qui sont loin devant, et après, il y a 2 équipes, et tu te dis, ils vont faire 2e ou 3e, quoi. Et sauf qu'il y a le Peter Northug, qui est la star de ce moment-là, qui est une 50aine de secondes derrière, et qui revient, qui fait une course incroyable, qui revient avec les 2 autres, et en fait, à la fin, ça se joue à un sprint à 4, donc lui, un sprint à 3, pardon. Lui, il est intouchable, donc il vient prendre la 2e place. Et à un moment, on pense que le Français, donc Manu Jaunier, à ce moment-là, va faire 3e et il finit 4e. Et là, en fait, pendant la course, moi, je me rappelle sur le bord de la piste avec les Italiens à dire, c'est bon, nous, c'est la première médaille de l'histoire. Ce soir, on est dans Whistler et vous allez voir que du français, en fait. Quoi, c'est pas possible, on va retourner Whistler. Donc là, à Sochi, pas faire les mêmes erreurs de Vancouver et se servir de ça pour justement... Il y a en fait un peu ce spectre, surtout que derrière, en fait, le 4e relayeur des Norvégiens, c'est Peter Northug, et que la Norvège est ultra favorite, et que à ce moment dans la course, la Norvège sont derrière. Ça s'est très mal passé pour eux sur les 2 premiers relais classiques, ce qui est assez rare. Et eux, ils sont un peu en train de revivre ce qui s'est passé 4 ans avant. Parce que pour eux, pas gagner, c'est déjà un échec. Et pour le ski de fond en Norvège. Et donc, en fait, comme à un moment, Maurice s'est retrouvé, ils étaient 3 devant, il applique exactement la stratégie qu'on s'est fixée, nous. Dire, à partir du moment où on est 3, on envoie pour créer un maximum d'écart derrière, pour se mettre à l'abri, en fait. Donc, à la fin, il le paye un petit peu, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Sochi, on est à 1500 mètres d'altitude. Et que tous les efforts que tu fais en altitude sont beaucoup plus traumatisants pour l'organisme. C'est-à-dire que tu as moins de... je sais pas comment dire, si dans ta poche tu as 10 pétards, t'en as plus que 2, quoi, en fait, quoi. Et voilà. Et du coup, il a mis un peu son pétard pour faire une course solide. Sauf que à la fin, il le paye un petit peu, mais quand même, il fait une course énorme. Et donc, je prends le relais avec 23 secondes de retard. Et donc, on est 4e. Devant, il y a les nations phares devant et la Norvège derrière. Donc, en fait, il y a Suède et Finlande qui sont devant. Et moi, je passe à quelques secondes derrière la République tchèque, qui sont ceux qui ont fait 3e 4 ans avant. Donc, il y a quand même une sorte de scénario qui se reproduit. La Suède a gagné 4 ans avant, en étant large devant. Et il y a ce Finlandais qui est là. Et globalement, moi, le Finlandais qui part sur mon relais, on a un avantage sur eux. C'est-à-dire que pour moi, je suis meilleur que lui. C'est-à-dire que j'arrive dans les dispositions, surtout sur cette année-là, où je sors pas des 10 en Coupe du Monde sur les courses en skate.
clairement, je dois le rattraper, quoi. Mais j'ai aussi le Tchèque sur le porte-bagages. Et puis derrière, j'ai la Russie, j'ai la Norvège, c'est-à-dire que j'ai Alexander Lekov qui va gagner le 50 km une semaine après, qui est quand même dans les tout meilleurs mondiaux. Et puis j'ai le numéro 1 mondial, Martin Sundby, qui est, ils partent 18 secondes derrière moi. Donc c'est pas grand-chose. Et en fait, moi j'ai un plan qui est hyper simple dans ma tête, qui est vraiment très précis, ce qu'on a mis en place avec le coach, qui est simplement il faut être hyper serein pour arriver à faire ça. C'est-à-dire que j'ai pas fait quelque chose d'incroyable, mais j'ai juste appliqué le truc à la lettre, c'est de ne pas partir trop vite. Juste de se dire, ok, tu construis ta course et ton 10 km, tu vas reprendre pour ne pas exploser et pour pouvoir en mettre dans le dernier tour. Et donc le problème, c'est que devant, il y a mon Tchèque qui est quelques secondes devant, il y a les autres qui sont une vingtaine de secondes devant. Tu pourrais te dire, tiens, je force un peu et puis j'assure la médaille et en fait, avec le risque de tout perdre, quoi. Ou si tu commences à penser à ceux qui sont 15 secondes derrière, à se dire, waouh, ils sont en train de revenir. Et en fait, moi, je reste complètement dans mon truc et j'oublie complètement ce qui se passe derrière. Donc, j'ai mon Tchèque sur le porte-bagages qui veut pas prendre de relais parce que il est moins fort. Mais ça, je le sais pas, quoi, parce que c'est toujours un peu une partie de bluff aussi, quoi. Donc, moi, je me retrouve à le passer, et puis on envoie, et au bout d'un moment, le Finlandais lâche devant, donc le Suédois se retrouve tout seul, on récupère le Finlandais, et puis il y a un moment dans ce dernier tour, en fait, où je me dis, là, il va me rester 2 grandes bosses, et à peu près 2 km de course, un tout petit peu moins, 2 km. Et je me dis, à cet endroit précis, je mets ma vie. En fait, il me reste 2 km où je mets ma vie. Et voilà. Et en fait, je me dis, en plus, on m'a toujours pas rattrapé. Donc, je me concentre juste sur faire un écart à déposer mon Tchèque. Et puis, à essayer de revenir sur le Suédois. Et sauf que, en fait, je prends ce virage. Et au moment où je me dis, tiens, je vais accélérer, je sens qu'on me double. Et là, je me dis, mais non. Le Tchèque, là, qui est derrière moi depuis 8 km, il est en train de me mettre un sac, quoi. Donc là, je suis quand même un peu énervé et je me dis, là, c'est même pas la peine d'y penser. Je vais mettre ma vie. Et en fait, c'est pas du tout le Tchèque qui est complètement déjà en train de sauter. C'est donc le Russe, c'est Lekov qui passe. Donc lui, il m'a repris 18 secondes. Et en fait, il passe à une allure stratosphérique, quoi. Et sauf que, comme c'était le moment où j'arrive pas à comprendre, en fait, ce qui se passe, et moi, j'avais prévu d'accélérer, et je me dis, et en fait, donc, je saute dans les skis, et puis je le suis. Et en fait, on arrive en haut de la bosse, et on n'est plus que tous les deux. C'est-à-dire qu'une bosse qui était en soi pas incroyable, mais à 1500 mètres d'altitude, à la fin d'un 10 km, ça a fait des écarts de malade, en fait. Et donc, après, on fait cette partie un peu plate, dans les bois, là, où il y a absolument personne. C'est la magie des JO, ça. C'est que, comme ils veulent des belles images télé, ils font des grands boulevards, ils font des grands trucs, et puis les gens sont dans le stade, et dès que tu passes dans la forêt, t'es seul au monde, tu peux faire ce que tu veux, personne te voit, il y a personne. Pas t'arrêter pisser un coup quand même. Donc après, c'est aussi à Sochi, donc c'est forcément, si tu fais ça, les Jeux de Lillehammer, il y aurait eu du monde de partout, comme on se souvient. Mais bref, du coup, on revient, on fait cette descente où là je le double, en me disant, tiens, je vais essayer de le faire sauter dans la dernière bosse, parce que moi je suis frais, c'est moi qui voulais attaquer. Donc comme tu m'as niqué mon attaque, du coup, c'est à moi là maintenant de faire un truc. Et donc il y a cette dernière bosse qui est énorme, où là par contre on est le long du stade, et là il y a vraiment beaucoup de monde. Et sauf qu'en fait, pour moi j'ai l'impression d'accélérer et d'aller vite, mais lui en fait il doit se dire, mais c'est qui ce cadet qui me redouble là? Et donc là il part sur le côté, et il part à une allure. Et donc, tant bien que mal, j'essaye de m'accrocher, mais je me dis, là, c'est complexe. Et donc, il passe le relais avec 4 secondes et demie d'avance sur moi. Donc, je me dis, bon, j'ai quand même pris 4 secondes et demie dans la bosse, mais ce qui en soi est beaucoup, parce que... bon, bref. Mais quand même, il y a un gros écart qui est fait avec les autres de derrière. Le Norvégien numéro 1 mondial qui a beaucoup œuvré pour revenir d'abord sur le Russe, il avait une quinzaine de secondes. Puis après sur moi, en fait, quand ils sont revenus, lui, il avait déjà commencé à sauter sur le début de mon accélération, en fait. Et donc, en fait, il y a derrière déjà des écarts énormes. Donc, je passe le relais à Yvan. Et puis là, en fait, c'est
c'est à la fois cool parce que tu te dis, il y a le sentiment du travail bien fait, en fait. D'un coup, tu te dis, bon, moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai fait une course, j'ai fait ma part du job. Et d'un côté, il y a une part de se dire, putain, maintenant, c'est plus entre mes mains, quoi. Et ça, c'est à la fois, c'est horrible parce que là, ça devient stressant, quoi. C'est stressant avant, mais t'es dans ta course, tu t'échauffes, et là, tu ne peux plus rien faire, quoi. C'est-à-dire que toi, ton truc, c'est juste penser à l'autre et mettre tout ton cœur à se dire, à toi de jouer, quoi. Et donc après, là, tu passes sur la mix zone, là où il y a les médias, il y a tout ça. Donc là, pour une fois, les gens te posent un peu des questions. Les étrangers surtout, parce que finalement, les Français, ils les avaient jamais trop vus sur les grands événements jouer la médaille. Enfin, si, jouer la médaille, oui, mais être vraiment en position de la faire, pas forcément. Donc ils t'interviewent, puis au bout d'un moment, en fait, tu sais, c'est en français, en anglais. En fait, tous les relayeurs, quand ils finissent, tu dois passer devant tous les journalistes. Et puis, voilà, les trucs à chaud. Sauf que derrière, ils ont les petits écrans télé. Et donc, tu réponds à la question, et puis t'es là, tu fais, ouais, non, mais en fait, t'as qu'une envie, c'est voir ton collègue. Je regardais derrière, tu sais, t'as envie de leur dire, mais là, vous vous rendez pas compte ce que c'est pour nous, là. C'est, moi, en fait, ta question, je m'en fous un peu, quoi. Toi, quand tu donnes le relais à Yvan, la France est 2e? 3e? On est 3e, ouais. Parce qu'il y a le Russe qui est passé devant. Par contre, les Tchèques sont plus en course. Enfin, ils sont déjà... C'est pas qu'ils sont plus en course, ils sont quand même loin. Les Norvégiens ont pris un gros éclat. Ils sont déjà à 50 secondes. Nous, on est passé à un peu moins de 20. Et puis, derrière, en gros, il y a l'Italie, il y a les Allemands, il y a donc la Norvège qui est pas loin. Et puis, il y a toujours un petit peu les Tchèques dans l'histoire. Mais quand même, les Italiens sont pas spécialement... Enfin, tout le monde peut revenir. Mais sur le papier, c'est juste que Yvan est inexpérimenté à ce moment-là, sur ce niveau-là en fait. C'est-à-dire qu'il a fait une course au JO juste avant, mais des relais de grands championnats. Il a fait les championnats du monde avec moi l'année d'avant, mais on a fait 9e quoi. Et on a loupé notre course en fait, clairement. Donc ce moment pas plus que moi. Hein, moi j'avais jamais fait de médaille avant, tout ça. Enfin. Mais je suis régulièrement dans les 10 premiers sur cette année-là. Et lui est un petit peu... et pas forcément à ce niveau-là. Donc on sait pas comment il va réagir en fait. C'est surtout d'un coup, t'es le dernier relayeur en fait. Et tu te dis, est-ce qu'il va partir un peu trop vite pour essayer de revenir sur le russe? Est-ce que toutes les erreurs sont possibles? Ou est-ce qu'il va être juste monstrueux en fait? On sait pas. Pourquoi ce positionnement-là, 1, 2, 3, 4, pourquoi toi en 3 et pourquoi lui en dernier? Parce que en fait l'idée c'était de rester au contact le plus longtemps possible. Et donc Yvan s'est retrouvé dernier, non pas qu'il est moins bon, hein, c'est pas ça, mais que à ce moment-là, la hiérarchie, les deux classiqueurs, on a mis les meilleurs en classique devant, parce que le but c'est que si tu perds le contact au début, tu reviens jamais en fait. En skating, l'aspiration joue un peu plus. Alors on sait qu'on a moins de chance en arrivant au sprint, mais à ce moment-là, on se dit qu'il y a moyen que ce scénario se produisent et du coup ça s'est fait comme ça. Puis moi je pense que je suis plutôt un meilleur 3e relayeur parce que c'est des courses très complètes où il faut en mettre tout le long en fait et ça correspond bien avec mon tempérament. Et puis du coup il part, donc au début tu commences à répondre aux premières questions. Donc là tu fais un peu le jeu et dire oui, tu dis les choses d'abord en français avec France TV puis après sur les autres médias. Donc au début tu commences les premières réponses pendant le premier tour. T'es là en mode très sérieux, on a fait une belle course, on va voir ce que ça donne et tout, machin, tu passes, puis plus tu avances, donc tu fais les Norvégiens, tu fais les Suédois, tu fais les machins, et puis au bout d'un moment t'arrives, non mais ta gueule, non mais là t'arrives plus à parler, ça te prend, parce qu'en fait, le temps que t'arrives vers les gens, il s'est déjà passé quelques minutes, tu commences à répondre aux premières questions, ça fait déjà 10 minutes de course, il a déjà fait un tour, donc tu vois qu'il est revenu sur le russe, tu vois que derrière c'est pas trop rentré, parce qu'au début on se dit, on est en bonne position, mais la médaille, moi, quand je passe le relais, j'y pense pas encore, quoi. Enfin, c'est trop tôt, quoi. Mais par contre, tu te dis, là, tout peut arriver. On peut encore finir 8e, quoi. Enfin. Surtout que t'as le Norvégien qui est 4e et qui a déjà fait la remontée à Vancouver. Surtout qu'il y a le Norvégien. Et que moi, à un moment, je me dis, quand je prends le relais au début, je me dis, ça aurait été bien d'arriver 2e, quoi.
et un peu détaché. Et puis là, finalement, on a les Russes dans les pattes et donc c'est pas la position, elle est pas incroyable quoi. C'est sûr qu'elle est mieux comme ça que tout autre scénario. Et puis ouais, au bout d'un moment, je leur dis non mais au bout d'un moment où j'ai compris qu'on allait faire la médaille parce que derrière ça rentre pas, puis que Yvan en fait non seulement il revient sur le Russe, après il joue intelligemment, c'est-à-dire que ça temporise un petit peu. Enfin, il fait une course sans s'affoler, sans mettre des à-coups en fait. C'est les à-coups qui sont très très dangereux à 1500 mètres. D'ailleurs, on l'a vu, hein, moi, mon relais. Ceux qui ont mis des à-coups un peu avant pour revenir sur moi, après, ils ont explosé. Mais les images, elles sont... Vraiment, tu te dis, mais ils avancent plus, quoi. Et ça, on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est pour ça qu'on avait plutôt bien préparé notre affaire. Et puis, en fait, à un moment, on voit qu'il est bien, que ça va pas revenir, enfin, qu'il y a suffisamment de matelas, donc on se dit, ça va finir le dernier tour, donc c'est 2 ou 3, donc on va aller suivre le sprint. Et puis donc là, du coup, t'en as plus rien à foutre. Tu traverses partout, tu vas retrouver les copains, les 2 autres relayeurs et le coach, et puis tout le staff dans l'air d'arriver, et tu vas vivre ça. Mais là, tous les mots que t'essayes d'avoir, t'as la gorge qui tremblote, t'es rempli d'émotions en fait. Enfin, c'est à la fois un mélange d'euphorie et un mélange de stress intense en fait, parce que c'est pas fait encore quoi. Il peut tout se passer, il peut se mettre une grosse boîte dans la descente, peut tomber, et puis voilà, et puis c'est terminé. Et puis du coup, ils attaquent la dernière bosse, et là il essaye de passer le Russe. Tu dis putain, mais il est énorme, il est en train de faire sauter le Russe qui est juste monstrueux. Mais là le Russe en fait, il en remet un petit peu et il y a pas photo. Donc en haut de la bosse, il nous reprend quelques secondes et puis on sait qu'on va faire 3e. T'espères toujours la petite boîte du Russe dans le dernier virage au stade, tu vois, ça c'est le fair play, le panache à la française. Et bon, ça arrive pas, mais tu te dis en fait 3e, en fait sur le coup tu t'en fous complètement. T'as une médaille, t'es juste, c'est réel en fait. Donc il passe la ligne et puis là en fait à partir de là c'est festival, c'est-à-dire que pour nous en fait je pense qu'on enfin, tu prends t'as pas vu la course, t'es sûr que c'est les Français qui sont champions olympiques en fait. Et en fait, pas du tout. on mettra les images pour nos auditeurs, mais c'est vrai que dès que la ligne d'arrivée est passée, tout le monde se jette. Et d'ailleurs, il y a le commentateur de France TV qui dit les Français, c'est comme s'ils étaient champions olympiques, tellement ils sont contents. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que t'as la sobriété suédoise. Alors, ils ont gagné aussi 4 ans avant, puis ils ont un palmarès qui est qui est complètement différent pour la nation, hein, tout simplement. Mais voilà, on sent qu'ils sont contents, qu'ils ont fait un truc fou, mais ça reste contenu quoi. Après, t'as les Russes qui sont vraiment contents parce que c'est chez eux, mais quand même, bon, Poutine lui il veut qu'il gagne quoi. Donc deuxième, c'est pas incroyable. Et puis t'as nous quoi, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, il y a tout le monde qui vient dans l'air d'arriver. Normalement, t'as jamais le droit à ça. Et puis au bout d'un moment, on se jette, on fait, enfin, tu vois, ça n'arrête pas. Puis il y a un protocole en fait. Après, il y a la cérémonie des fleurs dans l'air d'arrivée. Puis au bout d'un moment, les mecs ils viennent nous chercher, ils font non mais là en fait, il faut aller faire le podium. Non mais on s'en fout là, tu vois pas que bon ok d'accord, on y va. Et puis en fait, on se retrouve à être sur le podium, enfin à vouloir monter sur le podium, donc on est encore en combinaison, on est en machin. Les 4, il y en a pas un qui est habillé pareil. Donc je crois avec Jean-Marc, on a la même veste, on est à peu près habillé pareil, mais Yvan et Maurice, ils ont un bas de surchaud, un pantalon quoi, mais qui est pas de la même couleur. Nous, on en a pas, on n'a pas tous la même veste. Si je crois, on a tous la même veste, mais vous avez le drapeau. On a le drapeau, on a les 4 le drapeau. Et du coup, en fait, il y a des gens qui nous gèrent autour, quoi. Parce que, en fait, ce jour-là, par contre, pour revenir aussi un petit peu en avant, c'est que quelque chose qu'on faisait pas forcément avant, c'est-à-dire que quand tu fais une course et que derrière t'es podium, en Coupe du Monde, du moins, ça prend vraiment du temps. C'est-à-dire que, il y a les cérémonies, il y a le contrôle antidopage, il y a, la conférence de presse. Donc, il faut que tu aies tes affaires de change. Il faut que tu aies un gros sac, tu vois, avec toi, avec de quoi te changer. Et des fois, en fait, tu pars pas toujours avec ça, parce que tu pars avec 2-3, juste un petit bout de truc pour te changer, et puis tu retournes à la cabane, puis après tu vas faire ta récup, et puis tu rentres à l'hôtel. Et en fait, il y a quand même des gens qui partent toujours avec des gros sacs, en prévision de ça.
Alors, il y en a, ils le font toute leur carrière, mais pour rien. C'est un peu moche. Mais par contre, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on faisait pas toujours. Et à un moment, on s'est aussi dit, le matin, on fait notre sac et on fait comme si on emmenait tout. C'est-à-dire qu'on a tout avec nous et on part pour être à la conférence de presse, en fait. Enfin, pour faire la médaille. C'est-à-dire, on fait comme si on allait faire la médaille, les gars. Vous êtes conditionnés. Et voilà. Et je pense que il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-dedans parce qu'en fait. Plein de petits détails. Ben, en fait, on a fait en sorte d'être dans les meilleures conditions pour réussir, mais sans comment dire, faire la médaille avant de la faire. C'est-à-dire on n'est pas parti, ouais, c'est bon, on va la faire. On s'est dit, ben. Vous êtes resté humble, mais. Pourquoi ne pas faire comme si c'était possible qu'on la fasse, en fait? Et de se mettre de faire semblant, en fait, dans un premier temps. Et du coup, il n'empêche que, malgré tout, à la fin, je pense que la veste que j'ai sur moi, c'est même pas la mienne, sur le truc, parce qu'à un moment, en fait, nos affaires, on sait même pas où elles sont. Il y a un coach qui dit, tiens, attends, je te file une veste et tout, mais en fait, il y a plus rien qui compte à ce moment-là. On sait pas trop ce qu'on va faire. Et donc, on fait la cérémonie des fleurs, puis après, on part sur il y a Yvan qui passe, il y a les contrôles antidopage, et puis après, on part à la conférence de presse, et puis ainsi de suite. Mais il y a tes proches sur place? Non, moi, mes parents étaient venus à Vancouver, et puis Sochi, c'était plus compliqué pour voyager. C'était une autre. C'est pas les mêmes pays, c'est pas les mêmes règles, c'est pas tout ce qu'on veut. C'était très très différent comme ambiance. Et donc ils sont pas venus. Par contre, on avait vraiment donc toute l'équipe de France plus donc Vincent Vitoz qui est venu sur demande du CNOSF pour accompagner un petit peu des gens. Et puis il y avait Alex Rousselet et Manu Jaunier qui étaient aussi là-bas. Donc 3 qui étaient du relais vainqueur en Coupe du Monde, 3 qui étaient aussi sur les relais, par exemple à Turin. Donc en fait, c'était un héritage. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait la médaille, alors que c'était presque eux qui l'auraient mérité à leur temps. Mais on a partagé ça tous ensemble, et ça, c'était incroyable. Et surtout, coup du spectacle, on a eu un gros coup de chance, c'est que le biathlon, il courait l'après-midi. Il courait plutôt en fin d'après-midi, en fin de journée. Et nous, on courait toujours un peu en journée, autour des midis. Et cet après-midi-là, normalement, il y a la Mastart de biathlon de Martin, qui est complètement attendu pour la gagner. Il la gagnera, mais 2 jours plus tard. Et en fait, gros brouillard. Nous, on rentre dans la cérémonie pour la presse-conférence, et il fait grand beau, donc comme pour la course qu'on a eue, quoi. Et on ressort de la conférence de presse, mais on voyait pas à 10 mètres, quoi. D'un coup, en fait, on se dit, mais c'est quoi ce brouillard, quoi? Et nous, on était presque partis pour aller... je suis pas sûr qu'on serait allé voir la course de Martin, parce qu'il y a un moment, c'est quand même les Jeux, et il y a d'autres courses qui arrivent derrière, mais... Et puis là, en fait, course de biathlon annulée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était un dimanche. Il y avait que ça. Il y avait juste Chloé Trespuch qui fait une médaille en snowboard cross au tout début du relais. Donc, ils sont pas arrivés, je crois, au tout début de l'antenne. Mais en fait, il y avait les Français, ils avaient que ça à voir. Et donc, ils ont vu le truc. Et puis, comme Martin n'a pas pu courir et qu'il n'a pas gagné ce jour-là, on a pu avoir un petit bout sur la une de l'équipe. Et puis surtout ça, ce qui fait que, à un moment, on a eu une couverture, une mise en lumière qui était un peu que pour nous. Et c'était cool parce que je pense que le ski de fond l'a mérité à ce moment-là. Et ça, c'était chouette. Donc, on a un peu chambré Martin. On lui a dit, merci quand même. Parce que merci d'avoir mis un petit peu de brouillard et tout. Parce que c'est Martin qui gère le brouillard quand même aussi, il faut le savoir. Il gère un peu tout, lui. Il gère un petit peu tout. Et donc, voilà, c'était assez incroyable comme moment. Bravo pour cette course de folie à 4. C'est trop cool. Est-ce que, toi, qu'est-ce que tu tirerais de cette expérience comme leçon? Donc, j'ai bien noté que finalement, tu as mis en place la stratégie de ton coach, etc., rester calme, tout ça. Est-ce que c'est un peu ça qui ressort de ta course? Quels sont ce que tu en tires en termes d'expérience, et est-ce que tu te sers un peu de cette expérience dans ton quotidien? Alors, je dirais que cette course est à la fois un aboutissement et un commencement. C'est-à-dire que c'est un aboutissement parce qu'on a fait quelque chose d'incroyable, puis on l'a fait tous le même jour.
et ça représentait beaucoup pour tout le monde. Et du coup, les performances individuelles sont vachement noyées et je pense pas que y ait personne qui puisse tirer la couverture à lui, parce que tout le monde a fait des choses bien et des choses un peu moins bien dans son relais. Donc moi, de cette journée-là, c'est plutôt c'est pas des jeux, c'est des on, quoi. Comment on a géré voilà. Et je pense que par contre, ça a vraiment lancé les choses. C'est-à-dire que nous, ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, on fait une médaille au championnat du monde. Pareil, ça avait jamais été fait encore. Et donc on a doublé en fait les lauriers un petit peu, et surtout on a montré que c'était pas un accident en fait les jeux l'année d'avant. Et ça, on avait aussi un peu à cœur de ça, parce que ça c'est vrai, c'est une course par équipe, donc à un moment tu te dis oui, ce qu'ils ont fait, voilà, ils étaient dans une équipe, puis la chance. Non, mais c'est sûr que ça tu peux faire une médaille en équipe que tu pourrais ne jamais faire en individuel. Oui, je vois ce que j'ai jamais pu faire de médaille individuelle, mais ce qui se passe, c'est que forcément il y a un côté un petit peu particulier. Et puis l'année d'après, on était un peu pas forcément attendu, mais t'as dit, ce serait quand même bien de le refaire, parce que histoire de montrer que c'était pas juste parce que les Norvégiens étaient passés à côté de leur course, quoi. Et donc l'année d'après, on fait médaille de bronze de nouveau. Cette fois, la Norvège gagne, la Suède fait 2 et les Russes font 4e. Donc voilà, c'était chouette. Et surtout, je pense que ça a changé des choses dans la tête de beaucoup de gens. Moi, dans la mienne, parce que je venais à Sochi pour préparer le 50 km. Avant tout, je suis arrivé en décalé par rapport aux autres. Je suis arrivé une semaine après. J'avais vraiment préparé mon affaire. J'avais mis des choses en place sur la bouffe, sur des trucs énormes où pendant 6 mois, je mangeais pas de dessert et pas une goutte d'alcool, pas de trucs. C'est des choses que je faisais pas forcément avant. Donc je suis arrivé là-bas, je faisais 7 kilos par rapport à aujourd'hui. Ouais. Et j'arrive et je me dis, en fait, le soir, plutôt que partir un peu en zaï et de se dire, c'est bon, on a fait la médaille, maintenant on s'en fout, on fait les cons. Bon, à Sochi, ça aide pas à vouloir se dire, tiens, je vais sortir tous les soirs. Et en fait, le soir, je me dis, je suis sûr que l'Ecoff va gagner le 50 la semaine prochaine. Enfin, va gagner. Globalement, il sera là pour gagner. Et donc, je finis à 4 secondes de lui. Je me dis, à 4 secondes, il y a encore possibilité d'être deuxième. Vu l'arrivée, il y a 2 km de montée. Je crois pas spécialement à un sprint massif. Et je me dis, en fait, à partir de là, je me dis, mais je vais aller faire aussi ma médaille tout seul, quoi. Ouais, ça te conditionne et ça te met en Exactement. confiance. Et pendant une semaine, je pense plus qu'à ça. Et en fait, je me suis dit, c'est fait, c'est possible. Et maintenant, tu peux le refaire, quoi, en fait. Et donc, après, sur le 50 km, je fais 6e, qui est en soi assez incroyable. Mais par contre, je me fais encore démonter par les 3 Russes, plus le Norvégien, le numéro 1 mondial, là. Et en fait, on arrive à un groupe d'une vingtaine au pied de la bosse. Donc il reste 1,5 km à peu près. Et là, en fait, je reste bien placé. Et puis au moment où ça part, je me dis, mais là, t'es un minime, quoi. Je me suis fait, mais défoncer. Enfin, il y avait eux et les autres. Et là, je me dis, c'est sûr, en fait, les 20 autres, ils vont me doubler. Je vais finir dernier du groupe. Enfin, j'avance pas, quoi. Enfin, c'est obligé. Vu à l'allure où ils vont, je n'avance pas. Et en fait, la bosse, elle passe. Il y a un Biélorusse qui me double, un gentil Biélorusse qui est... J'ai rien contre les Biélorusses, mais contre celui-ci un petit peu plus, parce que il clignote un peu rouge sur les contrôles antidopage, mais c'est jamais suffisant pour... Enfin bon, c'est une autre histoire. et du coup, je me retourne, et là, je vois, il n'y a plus personne derrière. Enfin, tout le monde est un par un, et puis je sens que je vais finir 5e ou 6e. Et... Alors, je suis hyper content en passant la ligne, parce que 6e au JO, c'était énorme. Et en même temps, une petite frustration de me dire, mais je me suis fait humilier, en fait, quoi. Et puis surtout, après, il y a le gros truc, c'est qu'un 50 km, c'est comme le marathon sur les Jeux d'été. C'est la seule course où, en fait, le podium, la remise des médailles, se fait dans le stade de la cérémonie de clôture. Et ça vaut tout. Ça vaut tout. Il y a rien de plus grand que ça. Et donc, je vais à la cérémonie de clôture. Et puis, je suis à côté de Julien Lézeroux à ce moment-là. Et donc tous les copains un peu du ski alpin, et puis bon, il y a d'autres de ma discipline aussi qui sont là. Et puis Julien, il me fait c'est toi qui devrais être là-bas, hein. Parce qu'à ce moment-là, on sait aussi que les Jeux en Russie, pour les Russes, c'est un événement immanquable. Il fallait absolument être la meilleure nation à ce moment-là. Et puis on se doute bien dans l'histoire du sport russe que
avec tous les scandales de dopage qui ont émaillé leur image, on s'attend un petit peu à ce qu'il y ait à ce que potentiellement les Russes là-bas soient pas forcément tous à l'eau claire, quoi. Et puis les Russes font 1, 2 et 3, et plus mon Biélorusse qui lui a 40 ans et qui fait toujours entre 4e et 6e sur tous les grands événements mais sans jamais prendre de médaille. On le voit pas de la saison, il est nul. Et puis d'un coup il arrive au championnat et là il est monstrueux. T'as des doutes, quoi, on va dire. Ben là, à ce moment-là, j'ai des doutes. Je veux pas y penser. C'est surtout, je me dis, si ça c'est avéré, ce serait horrible parce que en fait, la médaille, tu t'en fous. En fait, tu fais du sport pour les émotions que ça te procure. Et je pense, ce sentiment d'être dans la petite trappe qui monte et qui arrive dans le stade où d'un coup, on te rend une médaille olympique dans un stade de je sais plus combien de milliers de personnes. Genre, ça, c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, si un jour, parce que depuis, il y a eu ce scandale de dopage qui a été révélé au JO de Sochi par Rodchenkov, là, donc qui a abouti au documentaire Netflix Icarus, là. Et en fait, si un jour on m'envoie une médaille olympique ou que nous on récupère la médaille d'argent sur le relais, on me rendra jamais ça, en fait. Donc c'est pour ça que d'un côté, sur le relais, on a tout. On a les émotions, on a le podium, on a une médaille, peu importe le métal, en fait. Par contre, sur le 50, il n'y aura pas ça. Et tous les jours de ma vie où je regarderai la course, dans la bosse, on me voit pas à la fin parce que la caméra, elle tourne sur les 4. J'arrive dans le stade, j'arriverai toujours 6e sur cette course. Ouais, c'est vachement mitigé, Sochi, parce que ça a été dur. Pendant un moment, j'y ai pas pensé. Puis après, à partir de 2017, il y a eu donc toutes les révélations et le rapport McLaren qui est sorti en 2 parties avec donc Lekov et Vilexanin en tête sur les noms de la liste. Et puis ouais, j'ai eu du mal derrière dans la carrière de me détacher un petit peu de ça sur certaines choses. Et c'est pas dire ça qui a fait tourner ma carrière après, hein, pas du tout. Et ça fait un peu chier parce qu'il y a toujours un goût où tu te dis et si, quoi. Ouais, ça reste en tête. Et ça, c'est pas simple parce que toute ta vie, tu sais que ces gars-là étaient dopés sur ces journées-là. Et donc, ça ternit un petit peu cette image-là, mais quand même, ça reste des jeux mémorables. Et ouais, ça a lancé plein de choses derrière parce que mes 2 meilleures années, enfin, 2014, 2015, 2016 sont vraiment des années fastes pour moi. Et puis, de toute façon, les émotions que j'ai vécues là-bas, ça, personne ne pourra nous les enlever. Donc, c'est juste énorme. C'est vrai que le dopage, ça ternit le monde du sport. Donc, comme tu dis, ça vous vole vos émotions. On ne te redonnera jamais la médaille devant un stade complet. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est dommage avec le dopage. Mais bon, on va parler d'un truc un peu plus sérieux. Puis on va finir parce que ça fait déjà un petit moment qu'on t'embête. On a une petite question signature. C'est une question, un petit rituel de la Gagne Podcast. Si tu avais 3 mots pour décrire cette médaille de bronze là avec tes 3 potes à Sochi, lesquels seraient-ils? Juste 3 mots. Thibaut, il nous en a fait 4 ou 5 ou presque. Mais en plus, assez savant. En plus, là, je me retrouve vraiment con parce que je sais qu'il y avait cette question. J'aurais pu l'anticiper un peu. Et voilà, j'ai pas bien révisé. Équipe, forcément, ça c'est sûr. Je sais pas comment on pourrait. C'était quoi ces mots déjà? Juste alors, parce qu'il y a un moment, il y avait un machin par un mot. Presque. J'ai adoré. Mais non, je pense qu'il y aurait quelque chose comme irréel ou euphorie ou tu vois quelque chose qu'en fait à un moment tu as l'impression d'être. Il y a un moment où tu es déconnecté de la réalité parce que c'est des moments où je dirais peut-être flow. Tu vois que t'es habité par ça. Il y a un moment où tu sais pas ce qui se passe et tu vis des trucs. Et puis 3e mot, éternel. Je dirais éternel parce que voilà, c'est quelque chose, c'est ancré en toi et en même temps non, je vais dire équipe, éternel, éphémère. Parce que éphémère, c'est ça qui est terrible dans le sport et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui n'arrivent pas à arrêter. D'ailleurs, j'ai toujours pas vraiment arrêté de mettre des dossards parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu peux pas revivre. Tu peux revoir les images, tu peux refaire tout ce que tu veux, mais l'émotion sur place,
Il y a que ça qui te la procure. Et enfin que ça ou d'autres choses dans la vie, hein, mais des moments forts comme ça, il n'y en a pas 50 000 situations. Et que en fait, c'est ça le moteur. Et il y a une frustration énorme à un moment de se dire ça je peux pas le retrouver, je peux pas le revivre en fait, je peux pas revivre ces moments-là. J'aurais pas toujours ça, donc ouais, c'est pour ça que il y a un côté un peu éphémère. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Donc, tu es entrepreneur à succès. Tu es médaillé de bronze au JO. Quand même pas mal. C'est quoi la suite? Tu fais des interviews aussi sur les... Non, tu fais quoi sur l'équipe? Moi, je suis pas sur l'équipe, je suis sur Eurosport. Ah, t'es sur Eurosport, je suis consultant sur la Coupe du Monde avec Eurosport. Qu'on peut me souhaiter, je dirais, il y a plusieurs choses. La première chose, sur le côté sportif, ce serait de revivre ça, mais en permettant à d'autres gens de le vivre de l'autre côté de la barrière. C'est ce que tu fais un peu avec The Camp. Ce que je fais un petit peu avec The Camp. Alors, les gens, sans leur porter offense, mais les gens qui passent à The Camp pour ça, sont pas forcément les gens que je vais emmener un jour au JO. Mais pourquoi pas, on sait jamais, hein, bien sûr. T'es pas à l'abri d'une bonne surprise. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Nous, on disait, on n'est pas à l'abri d'une bonne course, tu vois. Mais non, j'ai aussi un rôle d'entraîneur avec des jeunes athlètes et qu'un jour, ouais, j'aimerais bien entraîner l'équipe de France et pouvoir vivre de nouvelles choses avec un autre œil, voilà. À travers les futures générations. Se replonger un peu là-dedans. Et donc ça, après, une famille, la santé, et puis... tout ce qui va bien, quoi. Et puis des desserts. Merci Robin. Merci Robin. Merci Robin. Merci à vous. Merci beaucoup. Salut. C'est la fin de ce 11e épisode, les Winners. Un grand merci encore à Robin pour sa gentillesse et pour le partage de sa gagne. Si vous voulez nous soutenir, parlez de la gagne autour de vous. Si vous nous écoutez via Apple Podcast, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un petit commentaire. On compte sur vous. Si vous nous écoutez via d'autres plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer ou encore Google Podcast, vous pouvez vous abonner au podcast La Gagne. Ça permet dans un premier temps de recevoir une notification quand un nouvel épisode sort et aussi ça permet à notre podcast d'être mieux référencé et ainsi de le faire connaître au plus grand nombre. On se dit comme d'habitude rendez-vous lundi dans 2 semaines, donc on sera le 28 décembre, ce sera donc le dernier épisode de l'année 2020 sur La Gagne. On aura comme d'habitude à notre micro un grand champion qui vous racontera l'un des plus beaux jours de sa carrière. On reste en contact comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Nous sommes bien sûr très présents sur Instagram et sur Facebook. On vous dit à très vite les Winners et surtout passez une excellente semaine et un très joyeux Noël puisqu'on ne se reverra pas d'ici là sur le podcast. En tout cas, n'oubliez pas comme d'habitude d'avoir la gagne.